Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je voudrais revenir sur le résultat des élections européennes et de ce qu'ils disent, enfin surtout sur ce que les Français ont exprimé à l'occasion de ce scrutin, puisque l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron a en quelque sorte dissipé un peu le message. Il a remis une pièce dans la machine du grand cirque politico-médiatique, et donc, on va se le dire franchement, c'est le chaos. Mais du coup, ça a, comme d'habitude, en fait, éclipsé le message des Français. Et c'est quand même assez cocasse, puisque la carte des résultats montre clairement, c'est même plus un fossé, c'est bien pire que ça, entre Paris, les métropoles, et la France périphérique, donc la France périurbaine, des petites villes et rurales. À mon sens, c'est ça le principal enseignement de ce scrutin, et cette distinction qu'on pourrait penser en premier lieu géographique est en fait une distinction qui est vraiment d'ordre social, je l'ai déjà exprimé dans d'autres analyses vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus dans le détail. Néanmoins, je pense que c'est ça le truc majeur à retenir de l'élection européenne. Les gens en ont très gros après les métropoles et notamment après Paris où sont concentrés tous les pouvoirs, tous les lieux de décision, tous les lieux de représentation aussi, donc les médias, les institutions. Et en fait Macron, comme d'habitude, il a réussi à éclipser en fait ce que la majorité d'habitude silencieuse de la France a réussi à faire passer en mettant le RN en tête à un niveau plus de 2 fois supérieur au niveau de la candidate de la Macronie. Une heure après le résultat, où les éditorialistes ils étaient bien obligés de parler de ce que disait la France rurale, de ce que disait la France des petites communes, etc. Là en fait Macron est arrivé avec sa dissolution et ça a relancé tout le foutu cirque, et c'est Paris qui a repris la place, qui a repris son terrain, en fait, son terrain de jeu habituel dans l'espace des représentations médiatiques, là où ils auraient plus le choix en fait que de commenter et de dire en fait le RN est en tête dans tous les départements de France, dans toutes les communes même de France. Par exemple dans mon département, sur les dizaines de communes qu'il y a, il doit y en avoir 3 où c'est pas le RN qui est arrivé en tête. Alors que, en plus, c'est un département qui est traditionnellement assez ancré à gauche, etc. Et c'est pareil partout, en fait. C'est-à-dire que le RN est arrivé en tête partout, sauf dans les grandes villes et dans les banlieues. Et Macron, il arrive avec sa dissolution, et en fait, il fait que, à nouveau, on ne parle plus que de Paris et des banlieues. Et je trouve ça dramatique, puisque c'est, je dirais quand même, l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ont voté RN, en fait, ont mis le Rassemblement national en tête du scrutin et de très loin, c'est parce que on en a marre en fait d'être invisible, d'être écrasé, d'être humilié, et tout en étant bien sûr toujours plus taxé, tout en étant toujours plus exhorté à faire des sacrifices, à se serrer la ceinture, en étant les premières victimes forcément des coupures d'électricité, de l'inflation, de l'augmentation des prix de l'essence notamment, puisque ici dans la France périphérique les gens ont besoin de leur voiture pour aller bosser. Enfin bref, le message qui était « on en a marre d'être écrasé, étouffé par la classe dirigeante qui est localisée à Paris », voilà, Macron a réussi à faire sauter ça avec l'appui de ses complices, alors certains inconscients, certains plus conscients, mais de tous les partis là qui sont en train de se crêper le chignon. Son allocution qui a duré 4 minutes, pendant cette allocution, il a réussi à insulter un tiers des votants en disant oui, la situation est terrible, c'est un danger pour la démocratie, etc. En fait, si c'était un danger pour la démocratie, le RN, il fallait l'interdire. Si ce n'était pas un parti qui était conforme à la Constitution, qui portait des idées qui sont interdites, il y en a en France, des idées, des programmes politiques qui sont interdits, et à raison quand même, certains, voilà, mais c'est pas le cas du RN. Donc on voit revenir, tu sais, le fameux discours de « alors c'est le retour de la bête immonde », etc. Sauf que la bête immonde en question, en fait, elle n'a pas le droit de se présenter aux élections en France. Et c'est tant mieux. Mais en 4 minutes d'allocution du président de la République, tous ces Français de la France périphérique qui avaient pour une fois l'occasion d'exprimer
ce qu'ils avaient à exprimer, puisqu'on leur demande jamais leur avis, ils sont jamais dans les médias, ils sont jamais nulle part, hein, de toute façon. Donc là, pour une fois qu'ils avaient l'occasion de dire « Eh oh, on est là », tu vois, même si Macron ne veut pas, littéralement, on est là. Le président de la République les a insultés, avant, en plus, du coup, de redonner la parole aux clowns, aux acrobates et aux cracheurs de feu habituels. Donc voilà. Et moi, c'est ça qui me frappe par rapport à cette élection. Alors, sur la question de la dissolution, de ce qui peut se passer, de ce qui va sans doute se passer, etc. On en a fait une vidéo avec le fil d'actu que je vous invite à aller regarder puisque ça ne va pas être le sujet de cette vidéo. Mais je tenais quand même à souligner ce truc que d'ailleurs personne ne souligne puisque tout le monde est là « Ah oui, pourquoi Macron il a fait ci Est-ce qu'il a bien joué Est-ce que c'est un pari risqué ?» etc. Et c'est des questions qui sont légitimes. Moi, elles m'intéressent moyennement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits et pas les intentions de chacun. Mais bon, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. C'est la situation politique de la France, moi, qui m'intéresse. L'annonce de la dissolution et que du coup, on reconvoque des élections, etc. dans 3 semaines, bah là, ça a éclipsé les questions de fond qui sont latentes et qui ne disparaîtront pas parce que dans 3 semaines, il y a des élections. La colère de la France périphérique et des perdants de la mondialisation, parce qu'en réalité, c'est ça, hein, tous ceux qui se sont retrouvés dans la France périphérique, en fait, c'est les perdants de la mondialisation. C'est tous ceux qui n'ont pas pu se permettre de rester dans les centres-villes des métropoles, ou qui n'ont pas pu ou pas voulu rester dans les banlieues pour jouer les larbins de l'élite mondialisée des centres-villes. Et il reste plus qu'eux en fait dans les métropoles, et tu le vois bien avec la carte à quel point ils sont cornérisés, et en plus à chaque élection non seulement ça ressort, mais ça ressort de manière de plus en plus caricaturale en fait. Enfin là tu regardes la carte, t'as toutes les grandes villes qui sont littéralement encerclées par le RN. On est sur une fracture qui n'est pas que géographique, hein, voilà comme on va le voir, mais qui est vraiment sociale, et qui ne va pas disparaître parce que on nous fait le cirque pendant 3 semaines, 5 semaines, voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la lame de fond, qui est de l'ordre du mouvement, c'est Christophe Guilluy d'ailleurs qui parle lui du mouvement des plaques tectoniques, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand en fait que le cirque médiatico-politique, qui est beaucoup plus grand qu'Emmanuel Macron, qui est même beaucoup plus grand que la France, hein, puisque c'est un mouvement qui s'observe dans énormément de pays, on va dire dans les démocraties occidentales, hein, enfin si le terme est approprié, mais pour parler en gros de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Mais voilà, et ça va pas disparaître comme ça en fait. À chaque fois donc le peuple, dans sa majorité sociale en tout cas, exprime quelque chose, on nie son droit à exister ou on détourne l'attention en essayant de faire le cirque. Sauf qu'à chaque fois, comme le message est quand même de plus en plus fort et de plus en plus clair, ils sont obligés à chaque fois d'en rajouter une couche dans l'absurde et dans la provocation au chaos, puisque c'est ça hein, là que Macron il a fait, c'est qu'il a déclenché une crise politique en fait, dont pour le coup, enfin bien malin qui peut prédire là exactement ce qui va se passer. Il a fait tomber un domino et en fait on ne sait pas quel domino ça va faire tomber puisqu'il y a tout un tas de chemins différents que ça peut prendre. Et donc on n'a aucune idée, tu sais, c'est l'équivalent de le roi a viré Necker en 1789. Ok, bah on va bien voir. Moi je pense qu'il a allumé des feux qu'il pense sûrement pouvoir contrôler. Je pense qu'en l'état actuel des choses et au vu de l'ampleur de la volonté populaire en fait, de le dégager lui, de dégager le système mondialisé dans lequel nous sommes, voilà, à mon avis, il va rien contrôler du tout. Mais peut-être qu'il va réussir à ramener à lui là ponctuellement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi c'est ça qui me frappe et qui me choque, c'est cette oblitération de la France périphérique, qui est, encore une fois, à nouveau, réduite au silence. Donc encore une fois, les Français, on s'en fout. Et t'as tous les partis là qui se sont engouffrés dans la brèche en se disant ben tiens on va pouvoir se refaire une santé, il y a des élections, allez on part en campagne. Et en fait ils sont en train de s'entre-déchirer tous d'une manière en plus... Enfin je trouve que c'est indécent en fait face à l'espèce de force tranquille mais massive que les Français ont exprimé dimanche dernier. Voilà. Et cette force, en fait, moi c'est quelque chose en plus que je théorise depuis plusieurs années maintenant. Quand on vient superposer en fait la carte, enfin tu vois la géographie du vote avec la sociologie du vote, on se rend compte que les votants du RN sont les ouvriers, les employés,
Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour faire le lien. Et c'est ce que je vous disais là il y a 2 minutes. Se sont retrouvés en fait dans la France périphérique les perdants de la mondialisation. Et en fait, ce sont tous les gens qui sont ou qui étaient moi ce que j'appelle des producteurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent à la production concrète de richesses. Je ne parle pas du PIB produit essentiellement par les métropoles et qui inclut des trucs complètement pétés et qui n'ont aucune valeur matérielle. Je parle de ceux qui produisent de leurs mains souvent la richesse nécessaire, essentielle à la France, dont les Français ont besoin en fait. Donc je parle des ouvriers, des ingénieurs de terrain, des agriculteurs évidemment, puisqu'ils produisent quand même le truc le plus essentiel à la vie humaine, donc l'alimentation, des gens qui travaillent pour les entreprises de production d'énergie, de tous ceux qui acheminent les biens produits. C'est tous ces gens que j'inclus dans les producteurs. Et quand on regarde la sociologie de ces producteurs, eh bien évidemment, ils n'habitent pas en ville, ils n'habitent pas non plus en banlieue, puisque en ville, c'est les cadres, et notamment à Paris et dans la région parisienne. Qui est-ce qui habite là-bas? Ce sont les cadres, et dans les banlieues, ce sont les larbins, souvent issus de l'immigration, qui servent littéralement, individuellement, on va dire, les cadres de centre-ville. Voilà. Et à côté de ça, tu as toute une classe qui est auxiliaire, donc qui est secondaire, qui peut avoir des boulots essentiels, mais pas aussi essentiels qu'un agriculteur. Et ça va être tous les fonctionnaires dont le nombre a été artificiellement gonflé depuis les années 70, qu'on a volontairement en fait fait gonfler, déjà pour masquer qu'il y avait de moins en moins de producteurs et que donc on produisait de moins en moins en France. Voilà, et que donc on produisait de moins en moins de richesses et que donc il y avait de moins en moins de richesses à se répartir. Mais bon, ça va faire rentrer ça dans la tête des petits bourgeois. Et ça a permis d'anéantir et de réduire au silence tous les gens qui étaient encore des producteurs, les artisans, c'est ça que je vous disais, les artisans, les ouvriers, les ingénieurs de terrain, les agriculteurs, etc. En fait, si tu regardes dans les médias, on ne les entend pas, on ne les entend plus. Et il en va de même pour tous les gens dont l'existence finalement dépend de la présence de ces producteurs. Les employés, même de services, etc., qui vivent dans la France périphérique, de fait, ils ne sont pas des producteurs, mais leur existence dépend de la présence de producteurs. La personne qui tient un resto ouvrier, par exemple, elle a besoin qu'il y ait des ouvriers, parce que s'il n'y a pas d'ouvriers, parce qu'il n'y a pas d'outils de production, il n'y a pas d'ouvriers qui viennent manger dans son restaurant, et donc elle n'a pas d'argent à la fin. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un ensemble de catégories sociales en cascade qui dépendent aussi des producteurs, de la présence de producteurs, sauf que le but de la classe dirigeante qui est au pouvoir depuis une bonne 50aine d'années, mais ça a été de détruire en fait l'outil de production en France pour le délocaliser à l'autre bout du monde, puis à l'autre bout de l'Europe quand l'Europe de l'Est s'est ouverte à la mondialisation. Et donc si vous voulez, leur but là, c'est de faire disparaître les producteurs. Et en ce sens, l'annonce par Macron de la dissolution de l'Assemblée, ça a été la cerise, enfin la dernière couche sur le gâteau, parce qu'il va y en avoir d'autres, vous inquiétez pas, de l'invisibilisation et de la réduction de ces producteurs de la France périphérique au silence. Je pense que c'est clair comme de l'eau de roche. Vous regardez qui vote RN géographiquement et socialement, et ensuite vous regardez qui est localisé dans les métropoles et qui est localisé dans la France périphérique, et vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin. Sauf que la classe dirigeante, incarnée par la Macronie, bien sûr, ça ne l'intéresse pas, et je dirais même que juste le fait d'évoquer cette réalité, en fait, ça la menace dans son existence, puisque le jour où les gens se rendent compte que, attends voir, en fait, on n'est pas tout seul dans notre merde, là, on est plein, on est plus nombreux, et on est en train, en plus, sans s'en rendre compte, de tous ensemble former une énorme force capable d'encercler les parasites. Donc, je veux dire, la classe dirigeante, ça la menace. Les auxiliaires de la classe dirigeante, on va dire, sociologiquement, la gauche, je suis désolée de le dire, parce que la droite, de toute façon, elle est aux frites, c'est même pas la peine, mais la gauche, sociologiquement, c'est tous ces fonctionnaires, toute cette classe auxiliaire à qui on a donné une place démesurée par rapport à sa fonction dans la société, qui vont systématiquement faire front avec la Macronie, avec la classe dirigeante, pour faire barrage à la haine. Sauf que ce que eux appellent la haine, c'est le choix des producteurs
et de tous les gens de la France périphérique. Donc en fait, c'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas quelque chose qui peut être arrêté. Et là, ça s'incarne dans le Rassemblement national, ça pourrait s'incarner dans autre chose, mais là, dans les faits, eh bien c'est le Rassemblement national qui porte ça, et c'est pas quelque chose qui va pouvoir s'inverser parce que vous aurez rajouté une élection législative comme ça en 3 semaines, voilà. Et c'est très intéressant d'ailleurs les réactions à ce vote, parce qu'on a tous les petits bourgeois des centres-villes, tous les fonctionnaires voilà, de gauche, bien pensants, qui iront voter Macron au 2e tour pour faire barrage à la haine, alors que Macron vient d'ouvrir une brèche, et que donc ils vont bien montrer que ce qui les intéresse en fait c'est leur petit précaré et pas du tout le bien commun, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc là ils sont tous là à hurler que les gens sont bêtes, méchants, racistes, ignorants et tout, et ils viennent encore contribuer de par leur réaction à ce qui se passe depuis 50 ans, c'est-à-dire à atomiser les producteurs, à faire oublier qu'ils existent, à les discréditer, à les humilier. Il n'y a personne qui se dit, et j'en ai déjà parlé là dans une vidéo, c'est assez récent en plus dans la vidéo où je parle de Colombe, il y a le RN qui a fait 31% aux européennes, et toutes les réactions c'est des gens dangereux, c'est qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils sont ignorants, voire qu'ils sont racistes, méchants, etc. Est-ce que pour vous, les gens qui votent FN, vous pensez que vous êtes gentil? Mais il n'y a personne qui se dit c'est un choix conscient et éclairé, c'est un vote de classe, alors que tout dans les faits, dans la sociologie du vote, nous dit précisément le contraire en fait, que c'est quelque chose qui est conscient, réfléchi et plutôt assuré et plutôt certain, et qui est pas aujourd'hui je vote pour l'Union de la gauche et puis demain je voterai pour Glucksmann et puis machin parce qu'on ne sait pas où on va. Non, non, les producteurs, la France périphérique, savent très bien ce qu'ils font, parce qu'en fait, ça fait 50 ans qu'ils subissent le modèle, qu'ils ont dû trouver d'autres manières de s'organiser, d'autres manières de vivre, et que en fait, ça peut pas s'effacer comme ça. Tu peux pas les effacer comme ça, c'est fini en fait. Et c'est une majorité de Français en fait qui vit dans la France périphérique, à qui Macron a littéralement coupé l'herbe sous le pied, et que tous ceux-là qui sont venus se greffer sur le cirque politico-médiatique méprisent. Il a littéralement privé les gens d'expression démocratique. Et en plus, il les a insultés en direct à la télé, à peine 1 heure après le résultat des élections. Donc voilà, 1 heure après le résultat des élections, dissolution, on revient à de la politique politicienne, on remet une pièce dans la machine, et puis à nouveau, ce que les Français ont dit, ça n'a plus aucune importance. Mais franchement, il l'emportera pas avec lui, parce que Macron, c'est un... Je suis désolée, mais là, à ce stade, on est obligé de le dire, c'est un malade mental, c'est un narcissique pathologique. J'ai l'impression d'être à la fin du film Scarface, avec Tony Montana qui est en mode « Ok, venez me chercher, je tire partout ». Il a déclenché une crise politique qui va produire des effets en cascade, et il a créé vraiment le chaos. Et ce qui est absolument génial, c'est que le cirque dans lequel, qu'il a poussé à nouveau pour occulter la réalité de la France, eh bien ce cirque aussi est en train d'exploser sous nos yeux. Il est en train de... tu sais, il y a un côté tragicomique en fait à les regarder, là, s'entre-déchirer tous, les républicains avec Ciotti qui s'enferme dans son bureau, Valérie Pécresse qui arrive pour le déloger, Éric Zemmour qui se lâche sur Marion Maréchal parce que au final elle a décidé qu'elle soutiendrait le RN après avoir discuté avec eux et que le RN a dit mais non en fait on ne veut pas. Enfin, c'est tout un... Enfin, donc bref, Reconquête est en train d'exploser, LR est en train d'exploser en politique absolue, et donc ça c'est d'un côté de l'échiquier, et de l'autre côté tu as toute la gauche qui appelle à s'unir pour battre le RN. Donc en fait tout leur cirque depuis plusieurs années sur le fait que Macron il est méchant et qu'il faut battre Macron et que nani nanan, en fait c'est ça, c'est du cinéma, c'est du cirque. Là Macron a disparu de leur radar, leur priorité c'est d'être contre le Rassemblement national, donc contre le choix majoritaire des Français. Voilà, et de ce fait, ils montrent exactement de quel côté ils se trouvent. Et alors, ils appellent à des manifestations contre l'extrême droite, ils vont encore cramer des poubelles. Plus, il y a quand même des trucs
assez inquiétants, on pourrait se dire c'est des faits divers, donc voilà, mais je veux dire, le gars qui avait un drapeau français à sa fenêtre et qui s'est fait caillasser par des manifestants, si ça se trouve en plus il avait son drapeau là parce que c'est bientôt l'Euro de foot, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà. Dans le centre-ville de Rennes où les manifestants ont fait un énorme brasier, où ils hurlent le RN au feu, Bardella au milieu. Moi je suis désolée en fait, mais tu vois, entre le RN qui a tous les défauts qu'on peut lui trouver, j'en ai assez parlé aussi, mais bon, peu importe, et des gens qui appellent à cramer des responsables politiques, enfin, c'est qui a des relents des années 30 et des heures les plus sombres à un moment? Est-ce que qui est vraiment le fasciste dans l'affaire? Qui est vraiment l'espèce de meute qui ne comprend rien à ce qui se passe et qui est prête à s'en prendre physiquement aux personnes? Je trouve que l'antifascisme, en fait, à l'heure actuelle, ressemble fichtrement aux maboules des années 30 qui prétendent combattre. Mais bon. Et là-dessus, la gauche a complètement acté en fait de cet état de fait, à savoir qu'ils sont l'auxiliaire de la Macronie, de toute façon. Et on a carrément Jean-Luc Mélenchon qui a même acté de la sociologie, puisqu'il a dit « On a gagné en 2022 », alors déjà, je sais pas dans quel monde parallèle ces gens vivent, mais ils n'ont pas gagné l'élection en 2022, puisqu'ils ont tous fait des groupes parlementaires séparés, donc... s'ils avaient gagné l'élection, ils auraient un Premier ministre, ils auraient Mélenchon Premier ministre, comme ils ont... fait leurs affiches à l'époque. Mais bref, bon, peu importe, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est sa déclaration où il appelle le peuple des villes et des banlieues, où il dit « Peuple des villes et des banlieues, appropriez-vous le pays ». Et honnêtement, je sais pas ce que c'est, mais... je pense à Crépol, je pense à... tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, c'est un peu un appel à la guerre civile, je sais pas si on peut dire ce mot sur YouTube. Voilà, il acte de quel côté il est, effectivement. Il défend les urbains parasites de centre-ville et leurs larbins banlieusards. Et c'est tout. Après, si ces gens essayent de venir s'approprier le pays, comme il dit... l'avantage, c'est qu'à la campagne, tout le monde est armé, pas loin, et que les hommes soja des centres-villes vont pas pouvoir éternellement se cacher derrière la racaille et le lumpen de banlieue, qui va nécessairement se retourner contre eux aussi à un moment donné, puisque pareil, là, ils ont allumé un feu, c'est pas dit qu'ils le contrôlent. Donc je trouve que, en fait, cette dissolution, enfin tu vois, comme toute crise, a le mérite de révéler les grands mouvements en jeu. Tu vois, je te parle pas de petites mesurettes et puis l'un qui dit un truc et l'autre qui dit machin. Je trouve que la situation globale montre bien quelles sont les forces en présence dans le pays réel, en fait, dans ce qu'est la France actuellement, où on a une élite mondialisée qui est la classe dirigeante ou au service de la classe dirigeante, qui va voter Macron, Glucksmann, enfin peu importe. On a ses auxiliaires par défaut, puisque de toute façon la majorité de ces auxiliaires sont des fonctionnaires. Donc des fonctionnaires, ils font fonctionner un système, c'est pas compliqué. Donc c'est tous ces gens qui servent par défaut le système en place. Je ne dis pas qu'ils ne pourraient pas servir un autre ordre, néanmoins, à l'heure actuelle, ils servent l'ordre établi, et qui, par défaut, se range dans un grand front républicain contre ce que la classe dirigeante a identifié comme l'ennemi, à savoir la majorité des Français, en fait. La majorité des Français de la France périphérique, les producteurs, tous les perdants de la mondialisation, tous ceux qui ont été exclus, mais presque de leur pays, en fait, parce qu'ils ont été exclus des représentations. Ils sont exclus du débat public. Ils sont exclus... Enfin, tu vois ce que je veux dire? On les exclut de tout, en fait, en permanence. On les exclut des villes, même, avec les ZFE. Enfin, concrètement et idéologiquement, ces gens, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et tous ces gens, eh bien, n'en déplaise, ils ont choisi le RN pour les représenter. De fait, c'est le RN qui incarne cette France-là, cette France des oubliés, cette France des exclus. Ça peut ne pas vous plaire, c'est comme ça en fait. Les producteurs, les ouvriers votent à plus de 50% pour le Rassemblement national. Et du coup, les mecs peuvent faire un front populaire, ça aussi, qui participe bien du cirque. Ça ne va rien changer à cet état de fait en fait. Et bon, on note quand même le Front populaire 2024, le niveau a baissé, puisqu'on se retrouve avec
avec François Ruffin qui nous explique que la première mesure du Front Populaire, ça va être de réintégrer Guillaume Meurice à Radio France. Donc on passe du Front Populaire de 36 qui fait la journée de 8 heures, qui était une des principales revendications des ouvriers, donc des producteurs, désolé, hein, mais voilà, et les congés payés, à on va réintégrer un humoriste, pas drôle de surcroît, mais ça c'est subjectif, qui fait son beurre en se foutant de la gueule des gens sur une radio du service public qui passe son temps à insulter et à mépriser les gens qui votent mal. Le niveau, tu sais, entre le Front Populaire de 1936 et celui de 2024 a quand même largement baissé. Front Populaire, mais contre le peuple qui vote mal. Voilà. Donc est-ce que c'est vraiment le Front Populaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sociologiquement, tout est dit. Et le visage de la France, en fait, mais vraiment, je vous jure, c'est ouf, c'est quelque chose que, je vous dis, je théorise depuis plusieurs années et que à chaque fois, je me fais traiter de tous les noms. N'empêche qu'on a l'élite mondialisée dans les métropoles, avec ses larbins autour dans les banlieues. De ces villes ont été exclus de toute façon les producteurs qui se sont regroupés dans la France périphérique et qui en ont gros. Et après, en classe auxiliaire, de toute façon, on a les fonctionnaires essentiellement et pas mal de travailleurs du tertiaire, mais surtout les fonctionnaires dont les effectifs ont été multipliés par 2 en fait depuis les années 70. Voilà. Clair comme de l'eau de roche. Donc Macron, il a créé le chaos en se disant que ça va pour lui être une échelle. Et donc, voilà, après, tous les autres autour s'excitent, ils sont en train de montrer le visage de leur dégénérescence. Enfin, je pense... j'avais oublié ça. Le visage, tu vois, de la FI qui, visiblement, a demandé à une influenceuse qui a arnaqué des millions de gens, qui faisait la promo de chirurgie esthétique... Oui. Visiblement, elle a été contactée par le cabinet de Jean-Luc Mélenchon pour faire de la politique. Vous savez ce qu'on vient de me proposer? De rentrer en politique. De faire moi de la politique parce que j'ai beaucoup d'influence et tout. Par Allah, mais une proposition très sérieuse. Si je fais de la politique, je vais représenter tout le Maghreb. Je serai du côté des gens pauvres. Voilà, pas des riches, pas du tout. Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là, on fait une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser. Hein. Maëva Guénam, politicienne. De candidate de télé-réalité à politicienne. Voilà le niveau, en fait. Et t'as une majorité de Français qui est là et qui se dit, putain, on regarde ça, c'est encore le cirque. Et il est de plus en plus absurde et c'est de plus en plus ridicule. Et il y a des feux qui sont allumés partout. Et allumés pour beaucoup par Macron. Et puis pour le reste par la gauche qui s'imagine refaire tous les matins la bataille de Stalingrad alors que que je suis désolée, ils servent à rien. Ils servent à rien dans le paysage, quoi. Et c'est Gramsci qui parle de la crise en tant que moment où l'ancien tarde à mourir et où le nouveau ne peut naître. Et là, on est clairement sur l'ancien qui ne veut pas mourir, qui s'accroche à son pouvoir, qui s'accroche à son privilège, et quitte pour ça à occuper le terrain avec des trucs de plus en plus débiles, et qui empêche le nouveau de naître. Donc ça commence, pour empêcher le nouveau de naître, hein, qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par nier que le nouveau existe. Et encore une fois, c'est quelque chose que je dis depuis des années, mais pour moi, le nouveau qui adviendra quoi qu'il arrive, et quoi que fasse Macron, après ça arrivera avec plus ou moins de sueur, de sang et de larmes, mais c'est la reprise en main du pays par les producteurs français, dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt de la satisfaction des besoins des Français. Il n'y a pas d'autre option, hein. De toute façon, regardez, hein, on a testé, ça fait 50 ans qu'on a la classe dirigeante au pouvoir qui organise la société avec le résultat qu'on a sous les yeux. On a la petite bourgeoisie, donc les fonctionnaires, les travailleurs du tertiaire, etc., qui sont auxiliaires. C'est pas une classe fondamentale, ils contrôlent pas la production, ils ont rien de toute façon, donc ils peuvent rien faire, donc ils peuvent pas organiser la société, quand bien même ils le voudraient. Ils en font beaucoup quand même des manifs, hein, tout ça pour dire ah oui on va prendre le pouvoir, etc. Mais en fait, c'est pas que c'est sociologiquement ou idéologiquement pas possible, c'est que factuellement ce n'est pas possible.
Je suis désolée pour eux, mais les profs et les fonctionnaires ne contrôlent pas la production de bouffe, ils ne contrôlent pas la production industrielle, ils ne contrôlent pas la fabrication en fait de tout ce dont on a besoin, de l'énergie jusqu'aux médicaments. Là où, pour le coup, la classe dirigeante, oui, en général, c'est eux qui possèdent les titres de propriété de nos usines, que pour beaucoup on a délocalisé en Chine. Mais je veux dire, voilà, donc déjà ces deux classes-là, c'est pas possible. Enfin, il y en a une, c'est plus possible, l'autre, ce n'est pas possible en aucun cas. Donc il reste qui? Il reste les producteurs en fait. Donc là, la seule solution, le seul nouveau en fait qui doit naître et que les deux autres empêchent de naître, les uns parce qu'ils se rendent bien compte que c'est la menace principale qui pèse, et pour eux, hein, et les autres parce que c'est les idiots utiles du système, ce nouveau-là en fait c'est les producteurs, c'est la classe des producteurs qui doit organiser la société. Et mon boulot, c'est ça. C'est voilà, enfin moi c'est comme ça que je conçois mon travail. C'est d'aider ce nouveau à naître. Je suis comme tout le monde, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me chauffer et j'ai besoin de médicaments. Donc en fait, mon intérêt, c'est que la France survive et survive au bouleversement en cours. Donc à partir de ce moment-là, je me range derrière ceux qui permettront cette survie, c'est-à-dire les producteurs. Et personne d'autre. Et quand le cirque se terminera, parce que quand la classe dirigeante aura des idées de tout cramer et qui seront cramées avec, ça sera aux producteurs de ramasser les morceaux, ce sera aux producteurs de recoller les pots cassés, ce sera aux producteurs d'organiser la société en fait de manière à ce que on produise tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de la France. Voilà. Et moi mon boulot, eh bien, c'est d'aider à ce que cette ère advienne. Et c'est pas pour reparler de mon livre parce que de toute façon vous pouvez plus le commander, vous pourrez le commander à partir de la rentrée. D'ailleurs les précommandes, ça y est, il est arrivé chez moi. Je vous l'envoie dans les semaines qui viennent, vous l'aurez avant fin juin, hein, pour tous ceux qui l'avaient précommandé, d'ailleurs je vous remercie. Donc vous l'aurez bientôt. Et c'est la thèse que je développe dans mon bouquin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la survie de la France dépend du fait que les producteurs s'organisent et prennent le contrôle de la société. Et ça va venir, de toute façon il n'y a pas le choix, hein, sinon on crève tous, donc à partir de ce moment-là, voilà. Mais voilà, et c'est juste que Macron, il a ouvert en fait une brèche. Sans le vouloir, il a fait tomber un peu le rideau, tu sais, il a un petit peu fait tomber le rideau, et du coup les masques tombent aussi, puisqu'on voit ce qui se passe en coulisses, on voit à quel point ils sont méprisables, à quel point ils sont risibles, à quel point ils sont ridicules, et à quel point ils comprennent pas en fait ce qui est en train de se passer. Tout ce qui était caché, tout ce qui était latent, tout ce qui était sourd, est aujourd'hui à la faveur des grands mouvements de l'histoire qui parfois peuvent s'accélérer parce que le coup de folie d'un taré comme Macron a précipité les choses. Et bien là, les grands mouvements de l'histoire font que tout ce qui était caché est en train d'être révélé. Donc regardez bien tout ce qui se passe. Et non seulement c'est pas terminé, mais en plus j'ai un scoop pour vous, ça ne sera pas terminé le 7 juillet prochain, au moment du deuxième tour, quelle qu'en soit l'issue. Mais dont on peut d'ores et déjà un peu prédire quand même la teneur. Voilà, Macron a juste précipité une crise politique avec d'autres crises en cascade qui vont s'enchaîner. Il a quand même ouvert quelque chose, une opportunité, une brèche. Et maintenant, faut juste amener la dynamite en fait, c'est tout. Hein. Enfin, on est là-dessus. Bon, nul doute qu'il y aura encore beaucoup à dire dans les jours et les semaines qui vont venir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À nouveau, pour tous les gens qui ont commandé le livre, vraiment là, il arrive incessamment sous peu. Il arrivera avant la fin du mois, donc avant les élections, tiens, voilà. Très bien, ça vous fera de la lecture avant le premier et au moins le second tour. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, préparez-vous et surtout prenez soin de vous.